Il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Parce qu'en télé, il faut qu'il se passe toujours quelque chose pour qu'on ait envie de regarder les 5 minutes suivantes de l'émission. Donc c'est scénarisé. Et finalement, dans le bouquin, c'est ce que j'avais envie qu'il se passe aussi. Mhm. C'est qu'il se passe toujours quelque chose pour qu'on ait envie d'aller à la page suivante. Que dirait le présentateur du JT pour présenter ce livre ? Il dirait, on va parler maintenant d'un livre intitulé 20h Académie. C'est l'histoire du présentateur du journal de 20h qui est licencié, trop vieux. On décide de l'éjecter de son poste, mais on lui dit, tu participeras à désigner ton successeur. Le présentateur du 20h sera choisi dans une télé-réalité. Un mélange entre Pékin Express, Top Chef et la Starac, où au final c'est le public qui choisit. Mais le public va choisir lequel ? Qui va gagner ? Le plus compétent ou le plus sympa ? Et puis, les gens qui manipulent l'image, comme les producteurs, vont-ils réussir à manipuler des pros de l'image que sont les candidats, comme les journalistes ? Mais c'est un petit peu ça, toute l'intrigue de ce livre, 20h Académie. Et à la fin, la personne qui gagne est... Elle a germé comment, cette idée ? Elle est franchement venue d'une... Enfin, je regardais la Star Academy, alors j'aime bien ce genre de télé-réalité. Pas les trucs trop trash, mais... la Starac, Top Chef, le meilleur pâtissier, ça me détend, j'aime bien, on regarde ça en famille, c'est des moments de divertissement. Et puis une nuit, je me suis dit, mais t'imagines si on devait choisir le présentateur du journal dans une télé-réalité, qu'est-ce qui se passerait ? Et puis c'était une idée de départ et je me suis dit, mais ça vaut une histoire, ça, il faut que je la raconte. Et voilà, c'est vraiment parti de là. Ce qui est vrai aussi, c'est que au-delà de cette question à laquelle j'avais envie de répondre, j'avais rien de plus, donc j'avais ni les personnages, ni l'intrigue, et encore moins la fin de l'histoire. Tout est venu vraiment progressivement. Donc, c'est parti d'une question, et c'est ça qui a germé pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour que ça aboutisse au bouquin que j'ai eu la chance d'avoir en main il y a quelques semaines. Quelle est la marge de liberté que tu t'es accordée en inventant la chaîne France 1 ? Marge de liberté totale, c'est-à-dire que dès le début, à aucun moment, je me suis dit, on va faire semblant qu'on est... sur RTL, on va faire semblant qu'en fait je vais parler de mes collègues, mais en fait pas vraiment. Je me suis complètement imaginé un milieu fictif. Alors, comme tu le disais, le monde de la télé, je le connais. Comment on fabrique une émission, je sais. Comment fonctionne un JT, je le sais aussi. Mais je me suis dit, ok, on va créer des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, avec des traits de caractère qui sont forts, et avec une histoire qu'on pourrait pas créer comme ça de toute pièce, quoi. Donc voilà, j'ai une liberté totale par rapport à mon métier, par rapport au secteur que j'avais. Je me suis pas mis de bâton dans les roues ou ni bridé par rapport à ce que je vivais. J'ai tenu à ce que justement il n'y ait pas de lien direct entre les noms de famille et des gens existants, ou en tout cas s'il y en a, c'était tout à fait fortuit. Et pour être honnête, Marc et Marie, qui sont deux personnages principaux, c'est les prénoms de mes parents. C'était un petit clin d'œil que je leur faisais aussi, mais sans que ça soit trop appuyé, évidemment. Et puis dans les noms de famille, c'est pas mal de noms de villes ou de villages que j'ai visités, surtout en France. Alors, Espelette, c'est le nom du présentateur qui s'en va. Bon, on connaît ce village d'Espelette avec le piment. Il y a Bonifacio aussi, mais puis il y en a d'autres un peu moins connus. C'est aussi amusant de se dire, mais tiens, mais ce nom-là, est-ce que c'est le nom d'un bled dans lequel j'ai pu aller en vacances? Donc j'ai glissé quelques petites touches, mais j'ai pas voulu faire un roman d'initié. J'ai pas voulu faire un livre où on se disait ceux qui me connaissent vont lire entre les lignes, parce qu'il n'y a pas du tout de ça dans les pages que j'ai écrites, quoi. C'est facile de créer des personnages quand on a un métier comme le tien qui est très ancré dans le réel. Parce que là, tu l'as dit, tu vas pas t'appuyer sur des gens qui existent. C'est facile comme ça d'aller créer des personnages ? C'est jouissif parce que en écrivant, on se dit mais tiens, mais comment est-ce qu'il réagirait ? Et on s'imagine quelques lignes, quelques traits de caractère, mais très 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 peu avant de commencer. Et moi, ça m'a énormément amusé. Ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'entre le moment où les personnages sont arrivés et la fin du livre, c'est plus du tout les mêmes. Certains qu'on adorait vont montrer leur côté un peu plus sombre. Certains qu'on détestait vont susciter chez nous un peu plus de compassion. Et moi, ça m'a amusé comme pas possible
de créer ces personnages qui n'existaient pas. Euh, tout partait, enfin très souvent ça partait d'une petite phrase, quoi. Par exemple, il y a le personnage de Charlotte, qui est une femme très ambitieuse, très sûre d'elle, etc. Et j'avais une phrase pour elle, c'était: Charlotte, quand elle sourit, ses taches de rousseur s'empourprent et elle vous emporte. C'était cette première description-là, une phrase, Mhm. et j'ai bâti toute sa personnalité pendant les 300 pages juste sur cette phrase-là. Et ça, c'est à faire, c'est tellement agréable. Comment on s'y retrouve avec tous ces personnages? Est-ce que tu avais un mur dans ton bureau avec des fiches, avec des post-it, avec des bouts de laine comme ça pour les relier ou pas? On fonctionne comment D'ailleurs, quand il y a une armée de journalistes comme ça à gérer? j'ai une feuille A4 sur laquelle j'écris à la main. Et cette feuille A4, je l'ai encore, elle est dans la housse de mon ordi. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à la jeter, mais dans laquelle j'avais écrit les noms des personnages, une ou deux caractéristiques et combien de semaines il restait dans dans le jeu, en fait. Et donc j'ai vraiment travaillé comme ça. J'ai pas fait le tableau de l'enquêteur avec les fils et lui va mourir à tel moment, etc. J'ai pas allé aussi loin, mais j'avais ma fiche devant moi. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a 10 candidats, mais en réalité, il y en a 4 ou 5 qui sont des figurants dans l'histoire, qui n'ont pas un rôle important. Et donc, ceux-là, je ne me suis pas trop attardé à les décrire. J'ai essayé de cibler, allez, je dirais 4 ou 5 candidats maximum sur lesquels on allait pouvoir un petit peu, pour lesquels on allait avoir un peu d'émotion, je dirais. Pourquoi as-tu choisi la France et ce rendez-vous qu'est le journal du 20h, puisque c'est la chaîne France 1? Toi, tu présentes le journal en Belgique. Pourquoi ce choix de la France? Notamment pour me distancier de mon quotidien du contexte dans lequel moi je travaille. Et puis aussi parce que j'avais l'ambition que le bouquin puisse aussi être lu en France. Et donc si j'avais mis la 19h Académie, aucun Français n'aurait tiqué. Et par contre, quand on dit la 20h Académie, tous les Belges comprennent. C'était les deux raisons principales qui m'ont poussé à choisir ces thèmes-là et cette destination-là. Mais toi, si tu devais désigner le visage idéal pour le JT, cette personne, elle aurait quoi comme caractéristique en 2025? Elle aurait, je pense, la confiance en soi de Charlotte. Elle aurait le questionnement sur son métier de Marie. Elle aurait l'ambition d'Emilien. Elle aurait l'amour du public qu'a Marc. Elle aurait l'envie d'aller plus loin, de comprendre plus les choses de Thomas Tissot. Et elle aurait la fougue de Sylvia. Je pense que ce serait un bon résumé. C'est prendre une qualité de chaque personnage. Ça ferait sans doute le candidat idéal. Le métier, il a beaucoup évolué ces dernières années. Parce que c'est un métier qui fait rêver, hein, présentateur de JT. D'ailleurs, on le voit avec tes protagonistes, ils ont tous envie d'y être, donc c'est que ça fait rêver. C'est un métier qui a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est un métier qui évolue pas mal, qui suit l'ère du temps. Et la télé s'adapte toujours à l'évolution de la société, toujours. Et donc le métier aussi s'adapte à l'évolution de la société. C'est souvent aller plus vite, c'est souvent être plus concis aussi, mais en même temps avoir ce besoin de raconter les choses le plus clairement possible. On essaie de suivre ça. Je pense que l'évolution du métier, elle tient aussi dans l'évolution des mœurs, et notamment par rapport à la place de la femme, notamment par rapport à la place des plus âgés, et aussi une rédaction, c'est un microcosme représentatif, je pense, de la société, en termes d'interdépendance, en termes de relations entre les gens, en termes d'âge, en termes de genre. Et pour être là depuis un petit temps déjà, sans faire le vieux con, je me rends bien compte en effet que la société change, bouge, avance, et on essaie de ne pas louper le train. C'est une drogue de passer à la télé? Je me demandais ça en lisant ton livre. Un petit peu, soyons honnêtes. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en ayant écrit le bouquin, ça m'a permis de relativiser ça. Avant d'écrire le bouquin, j'avais très très peur que ça s'arrête.
C'était vraiment viscéral pour moi et je n'aurais pas imaginé que ça puisse s'arrêter et je voulais rien rater et je voulais être le plus présent possible et je voulais pas qu'on me remplace. Enfin voilà, c'était vraiment devenu un peu obsédant. Et en ayant écrit, je me suis dit, ça m'a mis à distance de tout ça. Alors j'adore ce que je fais et j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais si ça s'arrête, je serai sans doute un petit peu plus serein qu'il y a quelques années grâce à l'écriture. C'est un peu une manière de mettre à plat des questions que tu te posais sur l'avenir, sur comment ça évolue. C'est un bon moyen, l'écriture, pour se poser des questions. Et oui, et on s'en rend pas compte en le faisant. Enfin, moi, je m'en suis pas rendu compte en le faisant. C'est après coup, quand il était terminé, j'ai relu un petit peu, j'ai corrigé, et puis je me suis dit, mais en fait, là, tu viens de gagner quelques années de thérapie. Mais c'est après que tu t'en rends compte, parce qu'au moment où tu l'écris, tu n'as qu'une envie. Moi, ma seule envie, c'était qu'il se passe toujours quelque chose, c'était de faire vivre, c'était de susciter l'envie chez le lecteur et la lectrice. Moi, je pensais qu'à ça. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, tu as raconté beaucoup plus que ce que tu pensais sur toi-même. Ça va mieux, non? Alors, 20 heures Academy, c'est une fiction, et je sais pas si tu sais, mais souvent, en tout cas pour mes thrillers, on me demande si je n'ai pas peur d'inspirer des tueurs bien réels avec des histoires que j'invente. Il se passerait quoi si ton livre inspirait les patrons de chaîne et les producteurs? Est-ce que c'est possible, tu crois? Alors, premièrement, il faudrait que je brevette l'idée, parce que sinon, ça va me passer sous le nez, et vu que ce monde est impitoyable, je vais me faire manger. Euh, je me suis posé la question, honnêtement, j'imagine très bien une télé locale au Brésil, une chaîne privée en Grande-Bretagne, là où la télé est un peu plus trash qu'ici, là, je les imagine faire ça, en fait, sans difficulté. Chez nous, on a encore un peu une opinion un peu crédible de la fonction de journaliste et de présentateur du journal. Et donc, on ne s'attaque pas trop frontalement à ça, mais il y a des pays, je pense, pour le buzz, pour l'audience, ils sacrifieraient le symbole, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve vraiment dans le monde médiatique et que tu avais envie d'aborder dans ce livre? Il n'y a rien qui m'énerve, il n'y a rien qui me met hors de moi. En tout cas, dans la situation que je vis et dans le monde que je connais au médiatique, il n'y a rien qui me fait gerber, ça c'est sûr. Après, je crois que la question de la place de la femme, elle est intéressante et importante. La question de la place de la culture, je l'aborde un petit peu. La question de la place aussi de l'enquête. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les moyens d'aller plus loin dans un dossier, de gratter des choses sans être sûr d'y parvenir? Et ça, c'est aussi un volet du bouquin. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Il faut qu'on puisse faire du hot news, il faut qu'on puisse raconter les choses telles qu'elles sont très vite dans le monde. Mais il ne faut pas qu'on perde aussi la capacité qu'ont les journalistes à aller chercher des choses qui n'apparaissent pas et qu'il faut aller un peu gratter, quoi. Un journal, comme celui que tu présentes très régulièrement, il a une durée qui est relativement stable. En nombre de minutes, ça varie un tout petit peu, mais globalement c'est stable. Pas les livres. Ça te procure quoi comme sensation d'être devant des pages sans aucune limite? Comment tu as appréhendé ça? Et c'était bizarre en fait, hein. C'était bizarre parce que j'avais aucune notion de est-ce que ce que j'écris est long, est court, est dans la norme. Alors je m'étais renseigné, j'avais regardé sur des blogs, tiens, c'est quoi un roman, c'est quoi le nombre de caractères. J'étais j'étais plus ou moins dedans, mais je me suis dit il faut un nombre minimum, sinon ça va pas. Voilà, c'était assez vertigineux en fait de pas du tout savoir, surtout que moi j'écris sur une A4 sur Word avec une police qui m'amuse, et donc je sais absolument pas ce que ça représenterait sur un bouquin broché. Donc j'y suis un peu allé un peu au pif, voilà, grâce à 2-3 blogs sur internet que j'ai trouvé en lisant roman, combien de signes minimum ou quelle moyenne, et je savais si j'étais dans le bon ou pas. Mais j'ai pas tiré à la ligne, par contre. Ça, j'ai pas fait. Je me suis pas dit, là, t'as encore besoin de 10 000 signes, sinon ça va être trop court. Ça, j'ai pas fait. Ton travail, que ce soit pour la radio ou la présentation du JT, ce sont des textes qui sont globalement calibrés pour l'oral. C'est une toute autre manière de travailler pour un roman, j'imagine. Comment tu t'en es sorti avec cet exercice? Eh bien, en fait,
Moi, il y a deux choses qui m'ont guidé dans l'écriture vraiment du bouquin. C'est que ce qui est écrit pourrait, dans beaucoup de cas, être lu ou être dit, en fait. Donc, il y a quand même une écriture orale qui transparaît, ce qui rend le rythme nerveux par moment. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît de lire des choses comme ça, donc ça me plaît de les écrire aussi. Donc, il y a une certaine nervosité dans le rythme, un peu comme quand on écrit des lancements pour la télé. Et alors, il y a autre chose auquel je suis très, très sensible. J'aime bien la musique, je fais de la musique, je fais du piano, je fais de la guitare. Et la musicalité des phrases, ça me parle énormément, en fait. Et d'avoir des phrases un peu courtes, un peu longues, un peu courtes, un peu... Et d'avoir un rythme dans les phrases, ça me plaît de le faire, ça m'excite vraiment de faire ça, j'adore faire ça. Et en le lisant, ça me plaît aussi. Et je crois que chez beaucoup de lecteurs ou lectrices, c'est sans doute inconscient, mais ça participe, je pense, de l'envie de lire une page en plus. Je pense que ce rythme participe de ça. Je voulais pas un truc cucu. Et donc chaque fois que c'était un peu plat, chaque fois que c'était un peu... que je me disais, là, ce qui se passe, c'est attendu. Là, ce qui se passe, il n'y a pas de rebondissement, ça va pas. Et donc c'était vraiment par rapport à la construction des différentes scènes et à la construction de l'histoire. Chaque fois que je sentais que c'était un tout petit peu plat, je changeais. Et ma femme m'a dit, mais calme. Tu dois pas rebondir à tout le temps. Alors, je me suis un peu maîtrisé quand même, mais je voulais qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et on en a parlé, c'est le mantra du bouquin, sur le 4e de couverture que tu ne lis jamais, Fred. C'est indiqué, il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Parce qu'en télé, il faut qu'il se passe toujours quelque chose pour qu'on ait envie de regarder les 5 minutes suivantes de l'émission. Donc, c'est scénarisé. Et finalement, dans le bouquin, c'est ce que j'avais envie qu'il se passe aussi. C'est qu'il se passe toujours quelque chose pour qu'on ait envie d'aller à la page suivante. Alors, je ne veux pas dire que c'est 100% réussi, parce qu'il faut quand même rester un tout petit peu modeste et calme, mais en tout cas, c'était l'ambition, c'était l'intention à chaque fois. Venir pour dire « je vous aime bien, j'achète votre livre », c'est super, mais derrière, j'aimerais bien que les gens puissent dire « j'ai lu votre livre et c'était chouette ». C'est ça qui compte finalement. Donc j'ai un petit coup d'avance parce que je suis un peu connu, je le sais. Et voilà, j'en profite. J'ai pas mal d'interviews, notamment à RTL, ils ont été top, ils m'ont offert plein de possibilités de parler de mon bouquin, donc ça c'était chouette. Les dédicaces, j'ai insisté pour pouvoir en faire dans toutes les villes wallonnes, pour pouvoir aller un peu à la rencontre du public, pour être sûr de ne pas passer à côté et d'avoir toutes les cartes en main pour que le projet puisse grandir et aboutir. Et donc jusque-là, je suis vraiment ravi de la façon dont ça se passe, quoi. On passe du rire au suspense, il y a de l'amour, il y a aussi des passages plus durs. Ce livre, est-ce que c'est aussi la recherche finalement de l'ambiance qui te correspond le mieux en tant que romancier ? Est-ce que tu as essayé plein de choses différentes en te disant « Tiens, je vais m'interdire en fait pas grand-chose et voir ce qui se passe ». Ouais, c'est ça, tu résumes bien, je m'interdis rien et on verra ce qui se passe, mais il y a le côté on verra ce qui se passe, c'est quand même important. C'est-à-dire que j'ai laissé vivre l'histoire, j'ai laissé vivre les personnages, et ça m'a amené à écrire des choses, prendre des directions que j'avais pas imaginées. Je voulais pas écrire un thriller ou un policier pur et dur parce que j'ai pas la méthode et voilà, je me sentais pas à l'aise de faire ça, mais un peu d'humour, ça me correspond. Raconter des scènes avec des dialogues un peu percutants, c'est ce que j'adore aussi pouvoir lire moi-même. Donc, je pense que tu as bien résumé. Je me suis mis aucun interdit, on verra ce qui se passe, et c'est ça qui s'est passé, quoi. Quand je t'écoute ce soir, j'entends une personne qui s'amuse et qui ne va pas en rester là, surtout. Je me trompe peut-être, ou pas. J'ai commencé à écrire autre chose, et surtout, et j'insiste là-dessus, en tout cas, c'est ce qui me guide. J'ai commencé à écrire avant de savoir que celui-ci serait publié. Parce que je me suis dit, au fait, ton but, c'est quoi ? Ton but, c'est de t'amuser à écrire des histoires, raconter, c'est ça qui t'a plu. Et si, après, le livre ne sera lu que par ta femme et ta mère, c'est pas grave, mais tu auras eu le plaisir de le faire. Et donc, je me suis dit, écris déjà,
ne te mets pas dans une logique commerciale d'édition, écris, amuse-toi. Et donc, il y a déjà une deuxième histoire qui est en cours de préparation. Je ne sais pas où elle va me mener, je sais pas combien de temps ça va me mettre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul, j'en sais rien. Mais en tout cas, le plaisir d'écrire, il est intact et je le maintiens. Le terme de page turner, c'est un terme qui me fascine en fait. Page turner, c'est le bouquin dont tu as envie de tourner la page pour savoir ce qui se passe après. Et ce ressort-là, ça m'excite de pouvoir créer ça. Le bouquin était fini, il a fait quelques corrections, mais il était fini, et puis on l'a lu aux enfants en fait. Donc on est parti en vacances dans les châteaux de la Loire, et pendant que je roulais pour tuer le temps, ma femme lisait le bouquin aux ados qui étaient derrière. Et, et ce qui était extraordinaire, c'est que chaque fois que je voulais susciter une émotion, je la retrouvais exposant 1000 chez les trois derrière. Donc quand il y avait un peu moment sensible, il y a une de mes filles qui pleurait. Quand il y avait un rebondissement, ils étaient tous là. Oh, mais non, c'est pas vrai. Waouh. Ou alors, oh, bien joué, il mérite. Ou mais non, on peut pas lui faire ça. Et donc c'est ça que je cherchais comme à susciter comme émotion chez les lecteurs et les lectrices. Et je l'ai eu exposant 1000. Les ados, ils mentent pas. Donc si jamais ça les avait embêtés, ils seraient retombés sur leur GSM et ils auraient laissé tomber. Et là, ils ont été scotchés. Ben voilà, je dirais rien que pour ça, l'aventure valait le coup.